Je suis effectivement donc linguiste et didacticien des langues, et c'est une position qui n'est pas toujours confortable. Si parmi vous il y a des universitaires dans les langues, ils doivent le savoir. C'est pas toujours confortable d'être à mi-chemin entre l'enseignement pour les spécialistes, donc ce qui est le cas du département d'anglais par exemple, auquel j'appartiens, et l'enseignement pour les non-spécialistes, qui est le cas de ce qu'on fait dans les maisons des langues. J'en ai créé une à Reims, et il y en avait une également à Strasbourg, à laquelle j'ai travaillé pendant un bout de temps. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la politique des langues européennes et du développement du plurilinguisme. Ça va? Ça c'est clair, c'est bon? Et j'avais mis un sous-titre que je n'ai pas donné à la personne qui m'a envoyé un email, je crois que c'était vous, mademoiselle, peut-être? Et j'avais mis « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Donc je vais vous deviner à ce sous-titre que ma vision sera un peu critique de l'action de l'Europe concernant les langues. Alors je développerai ça en 5 points. D'abord je parlais de la politique des langues de l'Europe, puis la situation actuelle des langues en Europe très rapidement, et enfin le rôle de la politique des langues européennes dans cette situation, puis j'évoquerai une confusion intellectuelle qui règne dans beaucoup de milieux, notamment européens, et puis je terminerai par quelques suggestions, et quelques questions et quelques réponses. Voilà. Ça marche? Peut-être qu'il faut que j'appuie ici. F8. Alléluia. Mais vous avez plus sur les... Oui, mais je vais les remettre une autre fois. Ouais. Ça va, tout le monde voit? J'augmente la taille. Je peux augmenter la taille. 150%. C'est bon? Trop grand? Ok, éloignez-vous alors. Donc voilà, donc ça c'est mon site que mentionnait François tout à l'heure. Donc respernomen.org, si vous voulez lire mes nombreuses et excellentes publications, vous êtes les bienvenus. Donc les 5 points que je viens de mentionner, et je commence donc par le premier point ici, qui est donc la politique des langues de l'Europe. Et donc d'abord une note liminaire, l'Europe, les institutions européennes, en gros, qui actives dans les langues, c'est le Conseil de l'Europe et la Communauté européenne. Donc c'est pas exactement la même chose. Le Conseil de l'Europe est très ancien, créé en 1949, et il regroupe 47 pays, et il est basé à Strasbourg. Il a une extension à Graz, en Autriche, le CELV, le Centre européen des langues vivantes, et la Communauté européenne, qui est donc, comme vous le savez, à Bruxelles et un peu partout. Donc l'action du Conseil de l'Europe pour les langues a une très longue histoire, et une histoire jusqu'à récemment qu'on peut qualifier de bénéfique. Alors elle a eu d'abord une action en direction des superstructures des États et du corps enseignant. De 63 à 72, elle a encouragé la coopération internationale sur les langues, et elle a soutenu la création de l'AILA, c'est l'Association internationale pour la linguistique appliquée, qui existe encore, qui est très active. Et puis de 71 à 77, elle a travaillé dans les unités capitalisables, dans l'éducation des adultes. Et puis surtout, elle a procédé à la spécification de ce qu'on appelait les niveaux seuil. Et donc d'abord pour l'anglais, puis ensuite pour une trentaine d'autres langues. Alors, les niveaux seuil, c'était une description de ce qu'il faut savoir pour passer le seuil de la compréhension dans une langue étrangère. D'accord? Et c'était exprimé en termes de fonctions. Donc par exemple, savoir se présenter, savoir demander son chemin, savoir réserver une chambre à l'hôtel, ou ce genre de choses. C'était présenté en termes de fonctions. Et puis en termes également, il y avait donc du vocabulaire, donc les notions, les fonctions. Donc cette activité assez intense et relativement peu connue à cette époque-là a débouché sur une action didactique qui se continue jusqu'à nos jours et qui a été très importante. Donc d'abord de 81 à 88, en gros, on a développé l'approche dite notionnelle fonctionnelle, donc à partir des niveaux seuil. Donc c'est à cette époque-là que les grammaires, que les livres destinés, les manuels d'enseignement, sont passés d'une grammaire, rappelez-vous, autrefois on faisait le présent, le futur, l'article, etc., à une vision plus notionnelle, plus fonctionnelle de la grammaire, c'est-à-dire une grammaire qui serait intégrée à une pratique, mettons une pratique communicative. Donc si je veux faire une supposition, je suis obligé d'employer le conditionnel, et donc le conditionnel vient comme une sorte de suite, comme une sorte de nécessité pour exprimer une condition. Donc c'était assez novateur, et ça s'est imposé progressivement dans les années 80.
au détriment des méthodes précédentes qui étaient les méthodes audiovisuelles et audio-orales, qui étaient issues des travaux américains des années 50. Alors, qui n'étaient pas sans... Je ne le critique pas du tout, hein, ils avaient tout à fait ils avaient de bonnes choses pour elles. Hein. Ensuite, à partir des années 90 jusqu'au présent, ce qu'on a progressivement le développement de ce qu'on a appelé la perspective actionnelle, c'est-à-dire c'est maintenant le nec plus ultra de la pédagogie des langues. S'il y a des profs de langue parmi vous, il y en a? Il y a des profs de langue parmi vous? Non? Aucun? Que des gens normaux donc? Et presque. Et donc la pédagogie, la perspective actionnelle qui est maintenant considérée comme étant, le meilleur moyen pour apprendre les langues. Alors, j'en dirai un mot si vous voulez tout à l'heure au niveau des questions. S'il n'y a pas de spécialiste, c'est peut-être pas la peine. Oui, l'approche communicative, en gros, vous voyez, l'idée c'était, en quelque sorte en classe, de simuler une véritable communication. C'est-à-dire beaucoup de choses se faisaient oralement entre les élèves, on leur faisait faire des jeux de rôle et diverses choses de ce type-là. Donc c'était fictionnel, bien sûr, puisque c'était dans la classe, mais ça visait la communication. Et ça a eu pas mal de succès, et puis c'était assez efficace. La perspective actionnelle, c'est assez différent. L'idée, c'est de faire de véritables tâches aux élèves. Donc des tâches, par exemple, faire un journal sur le web, ou faire un journal papier, ou bien faire une enquête en ville, etc. Et donc de leur enseigner les besoins dont ils ont besoin, les choses dont ils ont besoin pour accomplir cette tâche. Vous voyez ? Donc il y a le désir de faire entrer, si vous voulez, le monde extérieur dans la classe, ou bien plutôt de faire sortir la classe dans le monde extérieur. Alors évidemment, c'est pas toujours facile hein, de faire ça. Il y a beaucoup de spécialistes de ce domaine, par exemple le plus connu c'est Christian Puren, vous avez peut-être déjà entendu parler. Voilà, alors donc plus récemment, le Conseil de l'Europe a agi en direction des apprenants eux-mêmes et des autorités locales, des institutions locales. Donc avant c'était les superstructures de l'éducation et maintenant, après c'était les apprenants, c'est de donner en quelque sorte ce qu'on appelle en anglais empowerment, donner le pouvoir aux simples citoyens. Alors on peut citer entre autres deux projets vraiment importants et qui ont bouleversé l'enseignement des langues, enfin surtout le premier, celui-ci, ce qu'on appelle le cadre européen commun de référence pour les langues, le CECRL. Ça vous dit quelque chose? Non? Ok. Donc les premiers travaux ont commencé en 92, puis publication de la première version en 98, puis en 2001. Et là, je vais vous montrer un exemple de ce que c'est que le CRL de manière extrêmement succincte. Alors, vous voyez, par exemple, il y a ici, c'est un référentiel. Donc, un référentiel, c'est un ensemble de choses qu'il faut savoir pour pratiquer une langue. Alors, ce n'est pas nouveau. Ça a été mis en place dès les années 50 dans l'enseignement professionnel en France. Par exemple, pour être pâtissier, il faut savoir faire ça, ça, ça et ça et ça. Donc, on listait les compétences et ensuite, chaque compétence était apprise séparément. Voilà. Donc, ça a été appliqué à l'enseignement des langues, donc un cadre européen de référence, un référentiel. Alors, ce référentiel, il a été publié donc en 2001 et la version est disponible sur le site du Conseil de l'Europe. Je vous donnerai l'adresse si vous souhaitez, c'est gratuit, on peut le télécharger. On peut aussi l'acheter chez Didier, puisque c'est Didier qui l'a publié. Alors donc on distingue 6 niveaux de langue. Donc A1 débutant, A1, A2 si vous voulez c'est débutant, débutant moins, débutant plus. B1, B2 c'est intermédiaire 1 et 2. Et puis C c'est confirmé 1 et 2. Donc si vous êtes à C2, on peut considérer que vous êtes, mettons, que vous savez parler cette langue presque à la perfection. Ok ? Alors donc on distingue ces 6 niveaux et on distingue également donc 5 compétences. Donc les compétences, c'est pas seulement lire et écrire, ils ont distingué 5, traditionnellement distingué 4, mais là ils ont distingué 5. Comprendre, donc écouter, la compréhension de l'oral, lire, compréhension de l'écrit, parler, alors prendre par une conversation et s'exprimer oralement continu comme ce que je fais maintenant. Et c'est pas du tout les mêmes compétences qu'il faut pour parler dans une conversation à bâton rompu devant la machine à café, vous voyez, et faire une présentation orale comme celle que je suis en train de faire. Ce ne sont pas les mêmes compétences. Donc ils ont distingué cela. Et puis bien sûr, la 5e, c'est écrire.
Alors, ça a été exprimé, c'est ça qui était nouveau à l'époque. Je vais essayer de vous montrer ça. Ça a été distingué, je vais y à 200%, je vais vous montrer la première colonne. Donc, ici, vous voyez, donc, on a je perds la barre ici, là, en haut. Non, je l'ai perdu. Donc je vais vous montrer le premier. Donc là ici on a écouté, lire, etc. Ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Et puis vous voyez donc au niveau A1 par exemple. Au niveau A1 par exemple, eh bien on a des descripteurs, on appelle ça des descripteurs de compétences. Et on répond par exemple à la question: je peux comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de moi-même, de ma famille et de l'environnement concret et immédiat si les gens parlent lentement et distinctement. Donc ça c'est pour la compréhension orale, c'est le premier niveau. Alors là il y a juste un seul descripteur, mais ils peuvent être déclinés ensuite en un grand nombre de descripteurs. Donc par exemple celui-ci, donc je vous ai mis ici l'exemple B2. B2, donc je vais essayer d'agrandir ça. B2, donc pardon, B1 pour la compétence prendre part à une conversation. Donc il y avait toute une série ici. Je peux prendre part à une conversation sur la plupart des sujets qui me sont familiers ou d'intérêt personnel en recourant à un registre généralement approprié. Je peux soutenir une conversation, une discussion prolongée, et ainsi de suite. Donc on a une dizaine, douzaine de descripteurs de ce type-là. On les coche. Si c'est vrai, on coche. Et si on a 80% de réponses de descripteurs cochés, on peut considérer qu'on a ce niveau. C'est très utile pour l'auto-évaluation des élèves. Avec ce système-là, on peut s'auto-évaluer très facilement. Moi, je l'ai fait pour des langues que je parle un peu. Je note que par exemple, en espagnol, que je n'ai jamais appris, je suis de niveau B1 pour la compréhension de l'écrit. Mais je n'ai pas de niveau pour la compréhension, pour l'expression orale. Je ne sais pas parler, mais je peux lire en espagnol. Et je peux comprendre au niveau A2, si on me parle lentement. Par exemple, un speaker à la télévision, je peux comprendre, s'il me parle lentement, je peux comprendre ce qu'il dit. Vous voyez, donc c'est assez efficace, ça permet de se positionner assez bien par rapport, donc d'avoir une idée au fond de ce qu'on sait et en même temps de ce qui reste encore à apprendre. Alors pour des enseignants, c'est très très pratique. Alors nous, on s'en sert à Reims. On a mis en place alors, vous avez remarqué peut-être toutes les phrases commencent par je peux. D'accord ? Donc en fait, le référentiel se décline en termes de capacité, en termes de je peux et non pas je sais. Ouais. On ne dit pas je sais utiliser le futur. On dit je peux m'exprimer sur des choses qui auront lieu dans le futur, par exemple. Je peux. Donc c'est un peu behavioriste, si ça vous dit quelque chose, ça. C'est un peu, mettons, au niveau de l'action réelle et non de la connaissance. On remarque que c'est toujours un problème. Hein. Pour évaluer, c'est toujours un problème. On veut évaluer un élève, on veut évaluer ce qu'il sait, ce qu'il a dans sa tête, mais on n'a pas d'accès à cela. Donc on lui fait faire quelque chose, un devoir, un examen, et ensuite on peut évaluer par rapport à ce qu'il a produit. Donc d'une certaine manière, c'est tout à fait justifié de procéder ainsi. Alors donc nous on s'en sert à Reims, à la Maison des Langues. Pour commencer, donc on récupère des étudiants en L1, en première année de licence, qui viennent donc du lycée. Et ces étudiants ont souvent des niveaux très variables, et souvent ils n'ont aucune idée de leur niveau. Donc on leur fait faire de l'auto-évaluation et des tests également de positionnement, et ils apprennent par exemple qu'ils sont de niveau A1, A2, B1, B2. Et souvent, ils ont la surprise de voir qu'ils sont seulement du niveau A2. La plupart sont du niveau A2, alors que le baccalauréat, soi-disant, est de niveau B2. Vous voyez, donc intermédiaire avancé. Et en fait, ils sont débutants confirmés. Tout cela après 7 ans d'anglais au moins. Il y a de quoi se poser des questions quand même. Hein. Donc on leur donne leur niveau, et après on leur dit, voilà, en L3, donc en troisième année de licence, vous aurez un examen, une certification que nous sommes en train de mettre en place, qui testera votre niveau B2. Et là, vous l'aurez, vous ne l'aurez pas. Donc, si vous êtes proche du niveau, si vous êtes B1 par exemple, vous avez 3 ans pour arriver au moins à B2 et au-delà, si vous le souhaitez. Et puis, si vous êtes en dessous, eh bien, il faut travailler beaucoup. Alors, je peux vous dire que ce n'est pas un message qui passe facilement. Hein. C'est pas un message qui passe facilement. Alors, ça permet... Alors, j'ai écrit un article là-dessus, si vous voulez le télécharger sur mon site, vous êtes les bienvenus.
Alors l'avantage de cadrer l'enseignement par rapport à un référentiel extérieur, si vous voulez, c'est que on peut fixer des objectifs qui ne sont pas propres à la classe. Vous voyez, et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Il y a des enseignants parmi vous, à part monsieur qui est prof de langue? Non? Oui. Oui. Donc quand vous avez une classe, mais vous avez tous été élèves, hein, quand vous avez une classe, vous êtes prof, vous avez une classe, supposons que vous fassiez un examen, un devoir, et que tout le monde est au-delà de 15. Qu'est-ce que vous direz? Vous ne direz pas « Ah, mes élèves sont tous des génies ». Non. Vous vous direz « C'était trop facile ». Si la semaine d'après, vous avez un examen, vous faites un devoir et vous le rendez plus difficile, cette fois-ci les élèves ont tous en dessous de 5, vous ne direz pas « Mes élèves sont tous nuls ». Vous direz « C'était trop difficile ». Ok ? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un bon examen? Un bon examen, un bon devoir, c'est un devoir où 30% à plus de la moyenne, 30% en dessous de la moyenne et 30% autour de la moyenne. Vous voyez? C'est vrai que c'est un phénomène qui est très connu. Dans la courbe de Bell, la courbe de Gauss des notes. Ce qui veut dire, regardez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que indépendamment de toute considération liée au niveau des élèves, à la qualification du prof, à l'école dans laquelle on est, indépendamment de tout niveau, d'emblée, dès qu'on a une classe et un système de notation, on a de l'échec qui est généré de manière tout à fait, mettons, en dehors de toute autre considération. Vous me suivez? Parfois, quand je dis ça, les profs me tombent bien sûr à raccourci. J'espère que ça ne va pas être le cas ici. Donc, en quelque sorte, le système de notation, mettons, génère l'échec. Un échec obligatoire. Regardez, c'est simple. Par exemple, on prend des élèves on prend les meilleurs d'une académie et on leur fait faire une classe préparatoire. Eh bien, à la fin du premier trimestre, vous avez des élèves qui ont échoué. Et pourtant, on n'a pris que les meilleurs. Vous voyez? Donc, ça dédramatise. Si vous notez les élèves par rapport à un référentiel extérieur, qui n'est pas celui de la classe, à ce moment-là, cette relation est dédramatisée. Et puis, ça évite, ce que j'ai mis ici, l'échec nécessaire généré par la notation du groupe classe. Alors, ça permet théoriquement la réussite de tous. Donc ça, c'est le bon côté. Et puis, également, un facteur important, c'est que ça transfère la responsabilité de l'apprentissage sur l'étudiant. Puisque l'étudiant lui dit, tu vois, tu as tel niveau, il faut que tu arrives là, il faut que tu te mettes au boulot si tu es loin. Alors ça, ce message-là, également, il a du mal à passer. Parce que les étudiants sont habitués à décharger leur progression sur le prof, qui lui va dire, bon, aujourd'hui on fait ceci, demain on fait cela, et à la fin il y a un examen. L'examen est de toute façon calibré pour que, en fonction des 3 tiers que j'ai indiqué tout à l'heure. Et voilà, et donc, parce que l'idée, ce qu'on s'est dit, c'est que si on a des élèves qui sont en master, donc au bout de 12 ans d'anglais, qui sont de niveau A2, on ne peut pas entièrement blâmer l'institution, ni l'école, ni les enseignants. On ne peut pas entièrement les blâmer. Hein. Ils ont toujours eu, quand même pendant 12 ans, ils ont eu devant eux des enseignants de langue, 2 heures ou 3 heures par semaine, et s'ils sont niveau A2 en master, c'est qu'il y a quand même un problème qui est chez eux. Alors, donc, la deuxième, donc ce cadre européen, c'est vraiment un bon outil pour... alors, on peut le critiquer, hein, je l'ai critiqué moi-même dans un article que vous trouverez sur mon site web. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, si vous avez des questions tout à l'heure, j'y répondrai. Et puis l'autre élément, c'est ce qu'on appelle le portfolio européen des langues. Ça vous dit quelque chose, ça? Non? Je vais en montrer un ici. Le portfolio européen des langues, là, ça c'est un portfolio qu'on avait fait à Strasbourg. Et je peux faire passer si vous souhaitez. Et puis ça c'est une version réduite qu'on a faite à Reims. Le portfolio est constitué de 3 parties. Il y a un passeport, le passeport des langues, ici. Le passeport des langues dans lequel vous avez des cases. Donc en haut vous avez A1 jusqu'à C2 et en bas, verticalement, les différentes compétences. Et puis l'élève, par exemple, noircit, l'étudiant noircit les cases au fur et à mesure qu'il avance. Donc par exemple, là on voit qu'il est B2 au niveau en compréhension écrite. Et bien s'il est passé en C1, ben, il noircit la case C1. Et cela pour toutes les langues qu'il fait. Voyez. Donc le passeport permet de valoriser en quelque sorte les langues qu'on a apprises.
et les différents niveaux de langue. Également des langues non apprises à l'école. Par exemple, des langues régionales, comme l'alsacien, ou bien des langues patrimoniales, comme on dit, des langues issues de l'immigration, par exemple. Beaucoup d'immigrés, vous leur demandez quelle langue ils parlent, ils disent anglais et un peu l'espagnol. Je dis, c'est tout? Ils disent, français, oui aussi. On leur dit, c'est tout? Oui, c'est tout. Et à la maison, qu'est-ce que vous parlez comme langue? Ah oui, arabe. Vous voyez, mais ça vient après coup, quoi. Donc ce n'est pas considéré comme étant valorisé. Donc le passeport permet de valoriser ces langues-là. Remarquez que c'est à double tranchant, hein, parce que parfois, si vous êtes immigré, vous n'avez peut-être pas forcément envie que votre employeur le sache. Hein. Donc si on vous demande votre passeport, vous devez pouvoir contrôler ce qui se trouve. Vous n'avez pas forcément envie de vous identifier comme étant immigré. Ça doit être le choix de chaque personne. Donc celui de Cercle ici, donc il y a ici le passeport, le passeport qui est ici notre format, mais c'est exactement le même contenu. Et vous avez ici ce qu'on appelle la biographie langagière. Ça, c'est une série de questionnaires, etc., qui permet de quelque sorte de progrès, de faire un programme de travail individuel des élèves. Et puis pour finir, vous avez le dossier. C'est le dossier, ouais, c'est très simple. Une chemise. Et le dossier permet de montrer les preuves de son excellence. C'est-à-dire, je sais par exemple parler telle langue à tel niveau, et je le prouve. Voilà un travail que j'ai fait dans cette langue qui prouve que j'ai ce niveau. Donc cet aspect-là, on s'en est servi à Strasbourg et à Reims également, pour noter les petites langues, hein, on les appelle modim en fait, pour ne pas dire petite en parlant du chinois. Donc, ils appellent ça une langue modim, une langue moins diffusée, moins enseignée. Modim, moins diffusée, moins enseignée, c'est un acronyme pas très connu, mais... Donc, on utilise ça, et l'étudiant, il dit, bon, par exemple, j'ai fait 1 an de chinois, et j'ai le niveau A1 en compréhension, en lecture, par exemple, et je le prouve, voilà un texte que je sais lire, de niveau A1. Vous voyez ? Donc, le portfolio permet une évaluation et une prise de responsabilité des élèves par rapport à leur apprentissage. Alors, bon, il a été introduit dans beaucoup d'écoles, il ne marche pas trop bien, il faut quand même dire ce qui est, pour différentes raisons. Si vous voulez, on pourra en parler tout à l'heure. Alors, également, l'Europe donc, a été extrêmement active, alors ça c'est surtout la Commission, pour un tas de projets dont vous avez entendu parler peut-être, ou dont vos enfants ont peut-être profité. Donc Comenius, les écoles et les lycées, les échanges entre les écoles et les lycées, Erasmus, entre les échanges d'étudiants, je crois que c'est le programme le plus connu, Leonardo pour l'enseignement professionnel, Grundtvig pour l'enseignement pour adultes, et puis Lingua pour les langues, spécifiquement pour les langues, celui-ci. Mais ce programme a été très intéressant au début, et maintenant, j'en dirai un mot tout à l'heure, c'est devenu... Enfin bref, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, également, donc, en 5e partie, là, il y a une action politique et des prises de position en faveur du multilinguisme, du plurilinguisme et de l'interculturalité qui ont été extrêmement nombreuses de la part de l'Europe. Il y a vous voyez, déjà en 1954, lors de la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les plus vieux parmi vous s'en rappellent peut-être, on avait dit que l'école devait développer l'étude des langues, de l'histoire, des civilisations des autres parties contractantes, ainsi que leurs civilisations communes. Vous voyez, déjà en 1954. Il y a de très très nombreuses publications, j'essaie de mettre ça au milieu, très nombreuses publications, donc j'ai parlé du cadre européen commun de référence, d'ouvrages divers, de diversité linguistique, d'éducation plurilingue, un guide pour l'élaboration, etc., différents guides. Et j'ai simplement cité quelques passages pris au hasard dans les publications de l'Europe. L'enseignement des langues est potentiellement le site d'apprentissage le plus important pour la citoyenneté démocratique. La construction d'une Europe pacifique, démocratique et multiculturelle demande des citoyens plurilingues. L'éducation plurilingue encourage le respect du plurilinguisme d'autrui et la reconnaissance des langues et de leur variété, quel que soit l'usage, l'image qu'elles ont dans la société, le respect des cultures et l'identité culturelle d'autrui, la capacité à percevoir et assurer le lien entre l'Europe, les langues et les cultures, etc. Bon, d'autres encore. Et je voulais vous citer également l'éventail des langues. Je voulais vous le faire lire, donc, puisque maintenant on a la technique, alors je vais essayer de le faire, de vous le montrer.
Donc, oui, l'éventail des langues à enseigner en Europe, c'est extrait d'un fichier que j'ai trouvé donc sur le site du Conseil de l'Europe. Les établissements de formation devraient être des lieux dédiés à la diversité linguistique et culturelle. Or, de nombreux endroits de l'Union, le choix de langue offert à l'apprenant se limite en pratique à quelques grandes langues. Promouvoir la diversité linguistique implique d'encourager activement l'enseignement et l'apprentissage de l'éventail de langues le plus large possible dans nos établissements scolaires, universités, centres d'éducation pour adultes et entreprises. Pris dans son ensemble, l'éventail des langues proposées devrait comprendre les petites langues européennes, ainsi que toutes les langues régionales, minoritaires et des migrants, ainsi que celles ayant un statut de langue nationale et les langues de nos principaux partenaires commerciaux dans le monde entier. Bien que toutes ne puissent faire partie des matières enseignées dans chaque établissement, la plupart des établissements ont la possibilité d'élargir l'éventail qu'ils offrent actuellement. Ils peuvent recourir à différents moyens pour y parvenir, notamment mettre à disposition des modules d'auto-apprentissage concernant les langues pour lesquelles aucun enseignant n'est disponible, encourager les apprenants à participer à des projets linguistiques conjoints avec les établissements étrangers ou accueillir des assistants en langue dont la langue maternelle est une langue moins enseignée. Un grand nombre d'établissements scolaires pourraient tirer un meilleur parti des avantages représentés par des approches axées sur la compréhension multilingue, j'en dirai un mot tout à l'heure. Les cours dans la langue maternelle ou la première langue étrangère offrent de belles occasions d'exposer les similitudes lexicales ou grammaticales entre d'autres langues de la même famille. Ils permettent de faire passer de façon constructive aux apprenants le message selon lequel de nombreux mots d'une langue étrangère, entre guillemets, peuvent être facilement devinés et compris, et d'encourager les apprenants à acquérir un multilinguisme réceptif. Vous voyez, donc tout cela, c'est un beau projet. Quand on est prof de langue et citoyen, c'est un beau projet. Toutes les langues, enfin en tous les cas au moins beaucoup de langues, etc. Alors ça, c'était le rêve. Passons maintenant à la réalité. Alors d'abord, juste toutes ces et celles que je viens de lire, évidemment, ce sont des déclarations humanistes auxquelles on ne peut qu'adhérer. Et vous allez voir tout à l'heure que ce n'est pas si évident que cela. Et on ne peut pas s'opposer à de tels objectifs humanistes. Et d'ailleurs, peu de gens s'y opposent. J'avais lu une fois un article écrit par un Canadien qui s'appelle l'usine à gaz ou le e-portfolio de Big Brother, parce que si le portfolio de compétences, pas seulement pour les langues, mais le portfolio de compétences pour toutes les compétences qu'on a, professionnelles, etc., et linguistiques, se généralise, à ce moment-là, il pourrait être demandé par tout employeur, et votre passé vous suivra à la trace. C'est pour ça qu'il appelle ça Big Brother. Vous voyez ? Donc le portfolio a un potentiel, alors qu'il est prévu pour être libérateur, pour permettre à l'élève de prendre en main son destin, de contrôler ce qu'il sait, de ce qu'il ne sait pas, et de ce qu'il doit encore apprendre. Au bout du compte, ça peut facilement devenir un instrument de contrôle social. Alors donc, il avait Robert Bibot, qui travaille au Québec dans une administration, enfin dans un ministère, je ne sais plus lequel, avait noté ce problème-là, l'e-portfolio, l'e mis pour électronique. Et moi-même, j'ai écrit un article que vous trouverez sur mon site, où j'appelle ici entre normalisation institutionnelle et responsabilité individuelle, donc avec quelques éléments critiques sur le portfolio. Mais dans l'ensemble, mon article est positif. Alors maintenant, que la situation actuelle des langues, j'ai plus beaucoup de temps. Un quart d'heure. Un quart d'heure, oulala, je suis qu'au deuxième point. Bon, enfin, bref, je vais. Un quart d'heure, 20 minutes. 20 minutes, ok, d'accord. Je vais passer rapidement, d'accord. Donc les situations actuelles dans les pays. Alors donc il y a eu du positif, il y a eu des améliorations grâce à l'Europe dans les méthodes, la formation des profs, développement de l'innovation, accès d'un grand nombre d'élèves aux langues, meilleure prise de conscience de l'altérité et de la différence. Là, je parle des langues enseignées au système scolaire européen. Mais ce qui est négatif, et très négatif, c'est que le choix des langues offertes a considérablement diminué. Autrefois, un élève avait le choix entre une dizaine de langues, en première langue et en deuxième langue. Maintenant, en fait, il a le choix entre l'anglais en première langue, et puis ensuite espagnol, allemand, peut-être italien en deuxième langue. Donc le choix est extrêmement réduit. On a une diminution des recrutements dans les autres langues que l'anglais, on en parlait tout à l'heure. Donc pour les universités, de gros problèmes dans les filières LLCE, qu'on appelle les filières de langue pour spécialistes.
Et il y a dans le pays, il y a moins de spécialistes des différentes langues. Nous avons beaucoup de spécialistes pour l'anglais, on n'en a presque plus pour les autres langues. Alors, est-ce que c'est bon pour un pays? Et l'enseignement de l'anglais lui-même, c'est un enseignement d'anglais d'aéroport, hein, qu'on appelle le globish, et qui est largement déculturé, et qui en plus est en plus relayé par la culture populaire anglo-saxonne, et donc les films stéréotypés, la musique industrielle qu'on entend à la radio, et qui donne l'illusion de connaître les autres parce qu'on consomme les mêmes produits, parce qu'on boit la même limonade, et qu'on mange des hamburgers partout, on a le sentiment que eh bien, on se connaît. C'est bien sûr entièrement faux. Donc les risques du tout anglais sont liés, premièrement, à l'abandon des langues locales par les élites, et là je parle de la France. Vous avez peut-être remarqué que nos élites, les écoles de commerce sont en anglais, la recherche se fait en anglais essentiellement, au niveau politique, beaucoup de choses se passent en anglais, donc il y a un abandon des langues locales. Les formations universitaires sont de plus en plus en anglais, en France pas encore tellement, mais en Allemagne, en Suisse et dans d'autres pays, c'est une véritable catastrophe. J'ai écrit un article à ce sujet. Bon, enfin bref, une perte du statut, les conséquences d'une perte du statut de langue universelle. Une langue universelle, c'est une langue qui peut tout dire. Le français, pour l'instant, peut tout dire. Ce que vous avez, ce que vous pensez, ce que vous savez, dans n'importe quel domaine, vous pouvez le dire en français. Si on commence à enseigner en anglais, les générations suivantes perdront la terminologie. Ils ne pourront plus penser ni dire ce qu'ils savent en français. Le français ne sera plus une langue universelle. Vous voyez, ça nous pend au nez à l'horizon 20 ans. On est dans une situation extrêmement grave. Mais alors, on assiste à une ringardisation des langues locales, par exemple la publicité, ça vous avez pu remarquer, quand c'est le camembert ou des produits de ce type-là, vous avez l'accordéon, un petit village, l'église, etc., les marchands, là. Et quand c'est de la technologie, c'est en anglais, pour des téléphones, des choses comme ça. Donc voilà. Alors maintenant, je parle des langues patrimoniales. Alors, il y a du positif également, elles ont une meilleure visibilité, une meilleure reconnaissance. Donc, je parle des langues régionales et des langues de l'immigration, une meilleure présence dans le système scolaire, mais peu d'enseignement quand même, malgré tout. Et puis, moins de discrimination. Par contre, du côté négatif, les langues patrimoniales continuent de disparaître. En ce moment, il y a un véritable problème pour les langues régionales qui subsistent, comme l'alsacien par exemple, qui sont en voie de disparition extrêmement rapide. Il n'y a pas que chez nous, en Afrique, des langues meurent quasiment tous les jours. Parce que les parents ne les parlent plus à leurs enfants. Aussi simple que ça. Donc là, il y a un énorme problème qui n'est pas résolu et dont on n'est même pas conscient. Et quand les langues se développent, ce qui arrive, elles se développent sur le mode identitaire. Je reviendrai après. Donc, par exemple, en Catalogne, maintenant une hostilité par rapport à l'espagnol. C'est extrêmement grave. Ils finiront par se parler entre eux en anglais. Ça va être le cas en Belgique à l'horizon 10-20 ans. Les Flamands n'apprennent pas le français, n'apprennent plus le français. Les Wallons n'ont jamais appris le néerlandais réellement. Entre eux, ils vont communiquer en quelle langue? En anglais. Donc il y a un développement qui se fait sur le mode identitaire quand il se fait. Donc il y a des risques, à terme, l'anglais sera la langue de communication de peuples autrefois proches, par exemple en Belgique. Conséquence, moins bonne connaissance des autres, moins bonne connaissance des langues de l'autre, moins de sentiments europhiles, pas seulement à cause des langues, remarquez, d'autres questions également, et puis également, surtout, l'assujettissement à une autre culture, diminution à moyen terme des langues et cultures autrefois universelles. Donc l'autre culture, c'est bien sûr la culture anglo-saxonne à laquelle nous commençons à être assujettis. J'ai vu récemment dans un magasin, un magazine littéraire qui s'appelle, comment s'appelle-t-il? Books. Books. Pourquoi Books? Ouais. Bref, est-ce que l'Europe y est pour quelque chose dans cette dégradation généralisée qui a lieu dans toute l'Europe? Et la France résiste encore mieux que les autres, il faut quand même le dire. Une vision optimiste, la situation aurait été pire. La situation des langues s'est dégradée malgré la politique européenne, ça aurait été pire sans elle. Donc l'idée, c'est que le choix de l'anglais, celui des parents pour leurs enfants, et les politiques volontaristes qui le limitent sont dès lors illégitimes. Qui sommes-nous pour imposer des langues aux parents? Donc seule une politique d'incitation est acceptable. C'est ce que fait le Conseil de l'Europe. Une vision pessimiste que certains avancent, qui disent qu'en fait, le Conseil de l'Europe a œuvré en sous-main pour le bénéfice de l'anglais. Bon, je pense que c'est exagéré, bien que parfois on a des doutes quand même. Je voudrais d'abord faire des remarques. Il n'y a pas de complot dans les institutions européennes. J'ai travaillé avec eux pour faire un portfolio, un projet Leonardo. On peut dire que ce sont des gens qui ont des conceptions humanistes.
tout à fait avéré. Il n'y a pas de complot. Et puis il y a un véritable enthousiasme des chercheurs qui participent à ces projets, qui croient. Et vous avez vu, vous-même, les valeurs avancées sont extrêmement humanistes. Et quelqu'un tout le monde y adhère, surtout quand on est un peu de gauche. Donc, et le constat, mais malgré tout, il y a un constat, il y a quand même deux politiques européennes, celle d'avant 2001, dont j'ai parlé tout à l'heure, vous voyez, pour les niveaux seuil, l'approche communicative, etc., et celle d'après. Et, et là, je suis en train de lire un livre de Bruno Maurer, qui lui est extrêmement pessimiste. Lui, il est extrêmement pessimiste, je l'ai ici, s'il y en a qui s'intéresse, je peux donner les références, d'ailleurs, elles sont ici. Alors, on va parler des causes politiques immédiates de domination de l'anglais. Alors, il y a une inconscience des enjeux chez les politiques et dans les médias et dans le public en général. Un article que j'ai envoyé au Monde dans le Monde périodiquement des articles sur le développement de la recherche en anglais, comme c'est bien et moderne et tout. J'ai envoyé un article pour donner des arguments contre, même pas de réponse. Évidemment, il est publié sur des sites. Il marche d'ailleurs bien, puisqu'il y a beaucoup de sites qui me demandent l'autorisation de le publier. Il y a un laisser-faire au niveau des langues de l'institution européenne. Il faudrait me rappeler que lorsque les Anglais ont été admis en Europe en 1972, la condition mise par Pompidou, c'est que les Anglais parleraient français à Bruxelles. Et d'ailleurs, ils l'ont fait. Ils n'ont envoyé que des francophones à Bruxelles. Ça s'est dégradé en 1992 avec l'arrivée des Scandinaves qui ont dit pas question. Et là, la France a été faible. Le problème a souvent été nié par les Français. Pendant longtemps, les Français ont cru faire pas arme égale jeu égal avec l'anglais. C'était déjà visible il y a 30 ans que ce n'était pas le cas. Par contre, ils ont négligé la place qui est celle du français, qui est celle de l'alternative. Le français a une place. La France a une place dans le monde. Une place tout à fait spécifique qu'elle seule peut occuper, qui est celle du recours par rapport, on l'a vu avec la guerre en Irak. Rappelez-vous le discours de Villepin. Je ne suis pas un fanatique de Villepin, mais ce discours était vraiment extraordinaire, quoi. Donc là, vraiment, il y a une place, qui est la place du recours. Et ensuite, il y a eu parfois une défense arrogante du français. Il faut apprendre le français, etc. Bon, et sans miser sur les véritables possibilités de développement qu'il y aurait eu. À l'heure actuelle, le ministère des Affaires étrangères, ici, mise beaucoup sur l'intercompréhension des langues voisines. Donc c'est une technique, notamment utilisée dans notre université, qui permet en une centaine d'heures de comprendre toutes les langues d'une famille, d'une langue que vous connaissez. Par exemple, vous êtes francophone, en une centaine d'heures, vous apprenez à comprendre et à lire le portugais, l'espagnol, le catalan, le roumain et l'italien. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement efficace. C'est extrêmement efficace. Donc c'est à ça que faisait référence tout à l'heure, la compréhension multilingue du texte que j'ai lu tout à l'heure. Donc ça, c'est le ministère des Affaires étrangères mise beaucoup sur cet aspect-là. Malheureusement, ça ne marche pas trop. Ça marche en gros avec les francophones des pays latins. Mais ça ne marche pas trop ailleurs, parce qu'on voit quand même que c'est un moyen de lutter contre l'anglais, et ça plaît pas beaucoup. Il y a l'abandon militant des élites, que j'ai déjà mentionné, qui limite l'impact de la culture française dans le monde. Si le monde voit que nous cessons d'écrire des beaux livres et de faire de la recherche en anglais, en français, pourquoi s'intéresserait-il à nous ? À l'horizon 30-40 ans, c'est la fin de la francophonie. On sera réduit au niveau, par exemple, du Danemark. Personne ne s'intéresse au Danemark. Je suis désolé, c'est des Danois dans la pièce. Et il y a un manque de courage politique dans les institutions européennes, il y a l'importance du non-dit, il y a beaucoup de choses on évite les sujets qui fâchent. Alors là, j'ai pu avoir le temps maintenant, mais le petit texte que je vous ai dit tout à l'heure, on l'analyse et on voit très clairement que rappelez-vous le texte sur l'éventail des langues, on voit très clairement qu'il y a un conflit potentiel larvé, non dit, entre l'anglais et les autres grandes langues. Parce que tout cela aboutit, au bout du compte, vous voyez, le développement de toutes ces langues aboutit à une reconnaissance de toutes les langues et une égalité de fait. Moi, je suis linguiste, j'aime toutes les langues. Une égalité de fait entre toutes les langues, mais dans la réalité, une est plus égale que les autres. Je vais y arriver là, ici. Toutes les langues sont égales, mais la langue anglaise, est plus égale que les autres. Le français et les autres grandes langues tendent à être considérées au même niveau que des langues récemment codifiées, par exemple le norvégien, l'estonien, le maltais, codifié au XIXe siècle. Et peu parlé, comme le gaélique, le luxembourgeois, le maltais, ou peu importante dans la construction européenne.
C'est-à-dire que les grands pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, fondateurs de l'Europe, n'ont pas eu le courage politique d'imposer leur langue et de dire le français, c'est pas comme l'estonien. Le français, l'allemand, l'italien ont un rôle en Europe que n'a pas l'estonien ou le maltais. Ça ne sert à rien de dire que les langues sont toutes égales. Elles sont certes égales en valeur et en respect qu'on leur doit. Mais dans le fonctionnement de l'Europe, il y a des langues qui devraient être mieux défendues. Et il faut reconnaître que nos pays, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Italie, n'ont pas défendu leur langue, alors qu'elles auraient très bien pu. Alors tout cela a des conséquences sur l'action de l'Europe. Je parlais des projets Lingua, mais je n'aurai pas le temps, je vois. Donc les projets Lingua, en gros, ce sont des projets qui visent l'éveil aux langues et qui coûtent assez cher et qui ne débouchent sur strictement rien. J'ai écrit un article là-dessus, si vous voulez lire dans mon site web. Et l'accent mis sur le plurilinguisme et l'interculturalité, et là, je vais encore parler de ça et après je m'arrête. J'ai des suggestions à faire, mais je n'aurai pas le temps. Ça, c'est très très grave ce qui se passe en ce moment. Je vais vous lire un texte ici, extrait du guide des politiques. L'éducation plurilingue vise conjointement deux finalités, l'acquisition de compétences linguistiques et celle de compétences interculturelles, qui ne se traduisent pas nécessairement par l'acquisition de compétences langagières effectives. Ces deux aspects de l'éducation plurilingue sont en relation étroite dans la mesure où chacun interagit sur l'autre. La prise de conscience par un locuteur de son répertoire, j'ai mis son en gras, celui qu'il a déjà, peut impliquer qu'il soit amené à accorder une valeur égale à chacune des variétés utilisées par lui-même et par les autres. Et l'éducation plurilinguisme vise à faire prendre conscience de la manière dont les diverses langues naturelles fonctionnent. Faire prendre conscience, c'est l'éveil aux langues. La conséquence, c'est qu'on a une minoration explicite du rôle de l'école. La maîtrise des langues est d'abord le produit, pour les compétences orales ou de compréhension en particulier, d'apprentissage individuel et autonome effectué en dehors d'enseignements organisés par une institution éducative. C'est une caractéristique humaine que de pouvoir s'approprier des variétés linguistiques. Donc une sorte d'essentialisme humain. Minoration explicite des apprentissages linguistiques. Pour importante qu'elle soit, la correction lexicale et grammaticale risque de ne pas être le facteur décisif de la réussite communicationnelle. Il en va de même, aussi essentiel qu'elle soit, de la bonne maîtrise des fonctions langagières. Donc, on peut parler petit nègre, c'est bon. Conséquence, le rôle de l'Europe, le rôle de l'école est de préparer les apprentissages non scolaires des langues. De préparer. D'où toutes ces choses qu'on voit sur l'éveil aux langues en permanence. Je ne suis pas contre l'éveil aux langues. Je suis contre l'éveil aux langues quand c'est que de l'éveil aux langues. Et l'enseignement des langues tend à être remplacé par une prise de conscience de ces compétences linguistiques. Conséquence, dilution des concurrents de l'anglais dans un grand nombre de langues tout aussi égales que lui. Okay. Conséquence encore, remplacement des savoirs et des savoir-faire par des savoir-être. En fait, on vise le développement d'attitudes positives envers les autres. Tolérance, acceptation de la différence, lutte contre l'exclusion. Alors c'est bien. Mais alors l'objectif explicite, c'est la réduction du racisme et faire échec à l'extrême droite. Ça, c'est un objectif explicite. Implicite, selon Maurer, le livre que j'ai cité tout à l'heure, combler les vides idéologiques de l'Europe par un discours consensuel sur les valeurs. Donc en quelque sorte, c'est une sorte de cache-sexe, si vous voulez. Voyez, l'Europe ne propose pas de projet, sauf devenir riche à ceux qui sont déjà. Elle ne propose pas plus d'autres projets. Et le seul projet qu'elle propose, donc pour remplir le vide, on dit éducation plurilingue et interculturelle. Et pour finir, Maurer appelle ça un enseignement de l'ignorance. Le plurilinguisme et l'éducation n'ont pas pour objet l'enseignement simultané de plusieurs langues, l'enseignement fondé sur des comparaisons entre langues ou l'enseignement du plus grand nombre de langues possibles, mais le développement de la compétence plurilingue et celui de son éducation interculturelle comme forme de vivre ensemble. Donc très clairement, l'enseignement linguistique va devenir un enseignement idéologique. Alors, je partage cette idéologie, je pense que c'est bon, la tolérance, etc. Mais il faut quand même voir qu'est-ce que ça peut avoir comme effet. Ça peut être contre-productif. Alors ces objectifs sont déjà inscrits dans le système scolaire, dans les programmes français de 2009 et 2010. Alors les conséquences prévisibles, c'est une diminution des enseignements linguistiques au profit du discours idéologique, mais peu productif. Par exemple, regardez bien la crise en Grèce. Si vous êtes germaniste, vous avez probablement vu, il y a eu un déchaînement anti-grec dans la presse populaire et de qualité. En Allemagne, les Grecs sont tous des paresseux, c'est parce qu'ils trichent, c'est des voleurs, etc.
Et pourtant, vous avez 4 millions, 5 millions d'Allemands qui vont tous les ans passer des vacances en Grèce, et on peut supposer qu'ils ont pris conscience de l'altérité des Grecs. Ça n'empêche pas des propos absolument racistes vis-à-vis des Grecs quand la situation se présente. Donc cette éducation n'est en aucun cas un facteur de protection contre la montée du racisme et d'autres facteurs. Alors ce qu'on peut ici, ce qu'on peut prévoir, et je vais terminer là-dessus, ce qu'on peut ici prévoir, c'est que ça se prévoit déjà maintenant avec le socle commun. Je ne sais pas si vous êtes au courant des derniers développements. Donc le collège du socle, rappelez-vous, on avait jusqu'à présent le collège unique de 71 ou 73 par Abiy, ministre de droite, je le rappelle quand même, hein, parce que la droite n'a pas fait que des mauvaises choses, elle a fait des bonnes choses par le passé. Donc un gouvernement, donc ce collège unique, donc pour tous avec la carte scolaire obligatoire, c'est-à-dire vous êtes obligé d'envoyer vos enfants là où vous habitez. Donc ça garantit une certaine égalité, si vous voulez, de traitement entre les différentes écoles. Vous aurez le collège du socle, c'est-à-dire on va enseigner un minimum vital aux enfants, on y mettra de l'anglais, parce que certains déjà disent maintenant l'anglais c'est comme une autre matière, c'est comme la physique ou le calcul. Donc on aura un enseignement de l'anglais, et puis pour le reste on fera un éveil aux langues. 2 heures par semaine, puis 1 heure par semaine, puis 1 heure tous les 15 jours. Donc la disparition de l'enseignement de langue est quasiment programmée. Il suffit de regarder comment la situation évolue à l'heure actuelle. Alors j'ai encore peut-être le temps de faire une dernière remarque sur... bon, je vais peut-être laisser tomber ça. Oui, je m'arrête. Bon, il y a une confusion... Il y a une confusion intellectuelle entre le plurilinguisme et le multilinguisme. C'est une différence qui était faite par les Français. Le multilinguisme concerne une zone géographique. Par exemple, on peut dire la France est un pays multilingue. Parce qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de langues qui sont parlées en France, pas seulement le français. La Belgique est un pays multilingue. Ça ne veut pas dire que les Belges sont eux-mêmes multilingues. Hein. Pour dire cela, quand une personne parle plusieurs langues, on dit qu'elle est plurilingue. Donc il peut y avoir que des monolingues dans un pays multilingue. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, le multilinguisme, c'est un concept politique qui vise, à sauvegarder les langues patrimoniales, en gros, ou toutes les langues. Et donc, les solutions sont d'ordre politique. Mettons les droits des minorités, les discriminations, moins de discrimination, la valorisation des cultures, etc. Solutions politiques. Le plurilinguisme concerne donc la personne, comme je l'ai dit, et le problème donc au-delà des langues maternelles et patrimoniales, l'apprentissage des langues étrangères. Or, cet apprentissage est minoré par le Conseil de l'Europe, comme on vient de le voir. Les solutions sont éducatives, en tous les cas devraient l'être, et il faudrait agir sur les systèmes scolaires. Or, si on n'agit pas sur les systèmes scolaires, eh bien, on aura, à terme, plus d'enseignement des langues en Europe. Et le problème, c'est qu'en anglais, le mot plurilingualisme n'est pas employé, très très peu. Donc pour eux, les Anglais, ils mettent ensemble les deux concepts dans multilingualisme. Ce qui fait que eh bien, la défense des langues du turc, par exemple, en France, est mis au même niveau que l'enseignement du français en Allemagne, par exemple. Vous voyez ? Donc il n'y a pas de distinction qui est faite là, ici. Et donc ça permet de noyer toutes les langues, des langues comme le français, dans un ensemble de langues dont seul émerge finalement l'anglais. Alors, dans la littérature européenne du Conseil de l'Europe, on emploie fréquemment le terme de plurilinguisme. Alors maintenant, il y a une autre confusion, je vais faire un peu cocorico là, mais je crois qu'il faut. Il y a 2 traditions dans le monde pour la citoyenneté, il y a la française et il y a l'autre. Alors la française, c'est l'universalisme issu des Lumières. L'idée, c'est que les droits de l'homme nous sont affectés à tous, du simple fait que nous sommes des êtres humains, et que nous sommes des citoyens. Le droit de l'homme et du citoyen. Donc ça permet, c'est une conception issue de la doctrine de l'âme de Platon, si vous voulez, je peux répondre après là-dessus, et qui permet la démocratie. Bon, Platon est le premier qui dit que, si vous voulez, les corps sont il y a les corps et l'esprit a été mis dans le corps par Dieu, et Dieu a mis dans les corps des esprits tous égaux. Vous voyez que ça permet la démocratie. Alors que regardez par exemple les hindous,
avec le système des castes, on est dans une autre caste parce qu'on a péché dans la vie précédente. Donc l'âme, si vous voulez, l'âme d'une caste inférieure est moins élevée que l'âme d'une caste supérieure. La démocratie est difficile en Inde. Voyez ? Donc il y a des tas de choses extrêmement importantes ici. Donc ça permet, comme vous le savez, la laïcité, la liberté religieuse, etc. Tout cela est issu, mettons, est tout à fait compatible avec l'universalisme à la française. L'autre alternative, c'est la citoyenneté identitaire, dans laquelle vous avez les droits parce que vous êtes un être humain, mais en plus, grâce à vos multiples appartenances. Vous êtes une femme, vous êtes un homosexuel, vous êtes juif, vous êtes arabe, d'origine arabe, vous êtes noir, alsacien, basque, joueur de pétanque. Toutes ces multiples appartenances servent à vous définir. Voyez ? Et ça, c'est donc ce qu'on peut appeler une citoyenneté identitaire. Et elle prend, malheureusement, elle commence à occuper les esprits de manière, à mon avis, un peu excessive. En tous les cas, elle se développe, ce modèle se développe. Et vous voyez que la cause, la conséquence, c'est que le multiculturalisme, l'accent est mis sur l'identité, ce qui peut servir de paravent des injustices sociales et des difficultés, par exemple, pour la démocratie élective. Regardez en Irak, tous les sunnites ont voté pour des sunnites, tous les chiites ont voté pour des chiites, et puis voilà, et vous avez une majorité dirigée par des chiites, et du coup les sunnites sont opprimés. On dira, bon, avant c'était l'inverse, c'était Saddam Hussein, mais ce n'est pas de la démocratie. Regardez l'Irlande du Nord, les problèmes de l'Irlande du Nord viennent de là également. Et puis aussi, la question du racisme, l'acceptation de l'autre, elle est mise sur une attitude personnelle, et sur une question, sur une éthique personnelle, une éthique sans nécessité. Or, on sait bien que souvent le rejet de l'autre est en grande partie, mettons, la conséquence de conditions économiques dans lesquelles on va chercher, je ne dis pas naturellement parce que c'est regrettable, mais on va chercher des boucs émissaires. On va dire c'est la faute des immigrés ou c'est la faute de ceci ou de cela qu'on aurait identifié. Mais pas, et que secondairement ensuite une question personnelle. Ok ? Voilà, j'avais fait quelques réponses, quelques questions, quelques réponses. Je vais simplement dire au niveau des institutions européennes, l'Europe pourrait balayer devant sa porte pour commencer, parce que tout est en anglais. Allez sur les sites du Conseil de l'Europe, sites européens, tout en anglais. On pourrait déjà, pour commencer, choisir en l'anglais non obligatoire. Rien ne dit dans les statuts de l'Europe que l'anglais est la langue de l'Europe, rien ne le dit. Simplement, on a commencé à procéder à un recrutement systématique de fonctionnaires qui parlaient l'anglais plus une ou deux autres langues. Donc du coup, tout le monde parle anglais, donc on parle anglais. Comme ça, on est sûr d'être compris. On pourrait limiter cette obligation et dire, par exemple, qu'il faudrait une langue latine, 4 langues de travail. Une langue latine, ça devrait être le français. Une langue germanique, ça devrait être l'allemand. Une langue slave, alors ça pourrait être le polonais, c'est la langue la plus parlée, c'est celle qui a le plus de locuteurs. Le slovène, c'est celle qui en a le moins. Ou bien le russe, parce qu'il ne faut pas oublier que le russe est également une langue de l'Europe, puisque vous avez des minorités russes dans les pays baltes. Enfin, qu'ils se débrouillent, qu'ils choisissent. Et puis ensuite, avec l'entraînement à l'intercompréhension, que j'ai mentionné tout à l'heure, on pourrait, finalement, tout le monde pourrait se comprendre. Si je parle une langue slave, une langue germanique et une langue latine, avec l'intercompréhension, je peux comprendre toutes les autres langues. Donc finalement, au niveau des institutions européennes, eh bien, on se comprendrait sans l'anglais. Et chacun parlerait sa langue. Ça serait quand même mieux. On parle mieux dans sa langue que dans une langue étrangère. Dans les systèmes éducatifs, on pourrait faire la même chose. On pourrait se dire que dans chaque pays, on va apprendre 2 langues des 2 autres familles. Ou 3, si la langue, par exemple comme le grec, n'appartient pas à une des langues, à une des 3 familles. Donc on pourrait dire, par exemple en France, on va apprendre une langue germanique et une langue slave. En Allemagne, on va apprendre une langue latine et une langue slave. Et ainsi de suite. Donc chacun arrive à terme, au bout de sa scolarité, avec sa langue maternelle qui est latine ou slave ou germanique, plus les 2 autres. Et ensuite, avec le système de l'apprentissage en compréhension, de l'intercompréhension, eh bien, il pourrait comprendre. Il pourrait, par exemple, se promener en Slovénie et comprendre le slovène s'il a appris le russe, par exemple. Vous voyez ? Donc tout cela, ça permettrait une meilleure connaissance de l'Europe. Alors c'est idéaliste, j'ai présenté ça une fois à des diplomates, ils m'ont dit « Oui, c'est intéressant, mais c'est idéaliste ». Alors je leur ai dit « L'Europe, telle que De Gaulle et Adenauer l'ont faite, c'était aussi une
de l'idéalisme à l'époque, il fallait du courage politique, et ces deux hommes en ont eu, et c'est eux qui ont fait l'Europe. Hein. Donc il ne faut pas oublier que, enfin, en tous les cas, ils ont poussé, etc., à faire cela, c'est pas eux qui l'ont fait. Enfin bon. Donc voilà, donc au niveau du système éducatif, et pour le développement des langues patrimoniales, comme je disais tout à l'heure, il faut valoriser les cultures régionales dans les médias. Si vous pensez qu'il n'y a pas, même pas en Alsace, il n'y a pas une télévision en alsacien, c'est quand même regrettable. Donc les gens ont honte de leur langue, donc ils ne la parlent pas à leurs enfants. Ils pensent que c'est un handicap pour leurs enfants, donc ils ne la parlent pas. Même chose pour les immigrés qui ne parlent pas leur langue à leurs enfants parce qu'ils veulent qu'ils apprennent le français. Vous voyez ? Donc il faut qu'il y ait un système éducatif et puis il faut garantir les droits. Et le modèle que j'ai mis ici, c'est le Luxembourg, qui a tout à fait sauvé, on peut dire, à sa langue, qui est très proche de l'alsacien, et qui est sauvé. J'étais une fois à la gare de Luxembourg, ville, et j'entends une annonce en luxembourgeois, qui est proche de l'alsacien, et la ville de destination, c'était Strasbourg, et il l'avait prononcé Strasbourg, comme en alsacien. En alsacien, Strasbourg, c'est Strasbourg. Et je me suis dit, il faut que j'aille au Luxembourg pour entendre officiellement le nom de ma ville prononcé comme il faut. Voyez, donc le Luxembourg serait un bon modèle et on peut dire qu'ils ont réussi à sauver leur langue, sans pas de problème. Voilà, la conclusion. La politique des langues de l'Europe était fort utile, et elle est encore, par ses conséquences sur les méthodes d'enseignement, l'approche communicative que j'ai mentionnée, etc., et la valorisation des langues en général. Mais il faudrait cependant prendre conscience de ce qui se passe au niveau de la politique européenne en général, il n'y a pas que dans les langues, mais aussi au niveau des langues, et puis, une fois qu'on a pris conscience, faire le relais dans les médias et chez les politiques, et là, il va y avoir du boulot. Hein. Il va y avoir du boulot. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la deuxième partie de la soirée, la partie du débat avec le public, des questions. Donc, merci pour cet exposé étonnant, hein, venant d'un angliciste. Voilà, vous sciez la branche sur laquelle... Pas du tout, pas du tout. C'est une branche très solide. Hein. Pas du tout, non, j'ai pas eu le temps de le dire, mais avec mon modèle, l'anglais ne perd rien, il perd juste son monopole de lingua franca. Il perd rien d'autre, il ne perd rien en intérêt. Non, non, au contraire, il y gagne. Beaucoup d'anglais sont inquiets. Hein. Alors, surtout si on était focalisé sur l'Angleterre, là, les langues vivantes ont un statut qui est en... Oui, extrêmement bas, en perdition totale. Oui. C'est une catastrophe. Voilà, c'est pas à moi de parler, c'est à vous. Mais il y a déjà un micro ici. Oui, bonsoir et merci pour cet exposé qui nous a apporté beaucoup de choses. Le sujet de ce soir est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, je veux dire, et peut-être que je vais le montrer. Deux petites choses comme ça. D'abord, il y a deux pays d'Europe où l'allemand est en progression extrêmement rapide, je dirais même explose actuellement, c'est la Grèce et l'Espagne, avec le risque que les étudiants qui apprennent, qui se sont mis tout d'un coup à apprendre l'allemand par différents moyens d'ailleurs, les universités populaires, les instituts Goethe, etc., quittent l'Espagne, quittent la Grèce, c'est-à-dire que les forces vives quittent le pays, c'est un risque, mais l'allemand est considéré comme la seule langue possible pour obtenir un vrai emploi. Enfin, bref. Ça, c'est un cas particulier. Vous avez parlé du tourisme. J'étais en Autriche cet été et j'ai eu une interview étonnante, celle du ministre autrichien des Affaires étrangères, qui s'appelle Spindelecker, ça va avant, qui est rentré de ses vacances en Grèce, puisque vous y avez fait allusion. C'était assez étonnant. D'abord, il a dit qu'il avait passé de bonnes vacances, l'hôtel était bien, l'eau était parfaite, enfin, etc. Et puis ça s'est retourné tout d'un coup, assez violemment, contre le système grec. Il a expliqué qu'il n'avait jamais payé une facture, donc pas de facture, pas de TVA. Comment voulez-vous aider un peuple qui ne paye pas de TVA, etc. Et ça a été, de la part d'un ministre des Affaires étrangères qui est quand même tenu en principe à une certaine mesure, eh bien, ça a été un violent réquisitoire sur la base de ses propres vacances en Crète, un violent réquisitoire contre la Grèce qui ne marchait pas du tout et ça n'avait aucun sens de l'aider. Enfin, c'était assez étonnant et peu diplomatique, je te dis. Alors, pour vous dire que cette question m'intéresse énormément, en raison peut-être de ma propre histoire.
j'ai envoyé, je ne le cache pas, à l'époque il y avait 6 candidats à la présidentielle, maintenant il y en a plus que ça, un projet pour une politique linguistique en Europe. Et je veux dire qu'il n'y en a qu'un, en l'occurrence d'ailleurs une seule, depuis 2-3 mois qui m'a répondu, peut-être parce qu'elle est née à l'étranger et qu'on lui reprochait un petit peu son accent quelquefois. François, je ne fais pas de... Et pour l'instant, sur les 6 candidats, ça remonte à 3 mois à peu près, qui, à l'époque, maintenant je crois qu'il y en a 14, il y en a donc une seule m'a répondu en disant que le projet que je lui ai envoyé retenait toute son attention. Bon, en plus de détails d'ailleurs, évidemment. Et alors, au départ, il y a quand même, bon, je connais bien, si on veut, l'ancienne Autriche-Hongrie et la formation de ses élites, de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie, c'est un peu pareil d'ailleurs, et on peut faire un constat de base, c'est que la quasi-totalité des aristocrates et de la grande bourgeoisie parlaient pas une langue étrangère, mais au moins 3. C'est-à-dire chacun parlait 4 langues, si possible, sans accent, c'était la norme, plus une 5e langue qui était la langue de la nationalité d'origine, quand elle ne faisait pas partie d'une de ces 4 langues, je dirais quasi obligatoire. Alors bien sûr qu'un aristocrate, un bourgeois de Slovénie parlait le slovène, ou le hongrois, ou le tchèque, etc. Donc il y avait au minimum 4 langues maîtrisées par les élites du pays. L'empereur lui-même, qui était d'une intelligence très moyenne, selon l'avis général, parlait 6 langues, apparemment sans faute et sans accent, parmi lesquelles il n'y avait pas l'anglais d'ailleurs, il y avait 5 langues de l'Empire, plus le français obligatoire, et quelquefois je dis si François-Joseph, qui était d'une intelligence très moyenne, était capable de parler 6 langues, et bien cela devrait être à la portée de beaucoup d'Européens. Simplement, on lui avait enseigné les 4 langues de façon, je dirais, délibérée, des tout petits, des persos. Peut-être aboutir à une question ou à... Et à 10 ans. Et alors, le projet que j'avais simplement établi, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'était quand même pour une politique linguistique dans les 2 sens, c'est-à-dire à la fois dans le sens de l'accueil, et c'est-à-dire faire que tous les affichages publics soient en un maximum de langues, et bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, j'ai mis ça plus en détail, et naturellement, dans le sens aussi de l'apprentissage, c'est-à-dire de se tourner vers l'extérieur, et je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives, enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail de mes propositions, mais il y a, je pense, beaucoup de choses à faire, et d'autres pays, notamment en Europe centrale, montrent qu'il est possible d'avoir une politique linguistique beaucoup plus ambitieuse que la France, et j'aimerais que cette question de politique linguistique entre un jour, fasse au moins apparaîtra dans un programme des candidats à l'élection présidentielle, par exemple. On va faire le lien avec une deuxième question. Là. C'est plus qu'une question, c'est une opposition, presque. Ah bon Oui. Enfin, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites ce soir. Et juste la fin, vous prenez le modèle universaliste par rapport au modèle multiculturaliste anglo-saxon. Moi, je prendrais plutôt l'inverse, en voyant dans le modèle universaliste français quelque chose de très ethnocentrique, finalement. En défendant des valeurs universelles, finalement, on défend des valeurs qui sont des valeurs françaises et on croit qu'elles sont universelles et on veut les imposer. Alors que dans le modèle multiculturaliste, basé sur des appartenances multiples, on favorise aussi les appartenances croisées. Donc, ça apaise les conflits potentiels. Moi, je suis suisse, je vis dans un pays où les appartenances sont extrêmement multiples. Si tous les Suisses allemands étaient catholiques et urbains, et que tous les Romans étaient paysans, protestants et campagnards, il y aurait certainement des conflits en Suisse. Là, il se trouve qu'il y a des catholiques des 2 côtés, les climats, il n'y a pas de clivage qui s'additionnent les uns aux autres, et je pense que ce modèle d'appartenance croisée est un bon modèle, et que donc pour vivre des sociétés avec
un niveau de conflit, disons, pas trop exacerbé, il est beaucoup plus adapté que le modèle universaliste. Oui, c'est un argument qu'on peut avancer, le modèle, mettons, de l'ethnocentrisme, de l'universalisme à la française, oui, c'est vrai, mais je vais vous donner un contre-exemple. Regardez le système juridique au Canada. On a introduit des législations, mettons, ethniques, pour y aller rapidement. Et par exemple donc les éléments de la charia qui ont été introduits dans le système juridique canadien. Donc, pour la médiation. Oui. Maintenant, regardez si on va jusqu'au bout de cette logique. Vous êtes une femme musulmane au Canada, vous divorcez, bien sûr, la charia est complètement ne vous avantage pas. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, non, vous êtes musulmane, vous êtes soumise à la loi, mettons, musulmane, ou bien est-ce que vous avez le choix, ou bien, dans quel cas, comment est-ce qu'on va régler cette affaire-là? Et si chacun a son système juridique, si le système juridique commence à être une affaire de choix, mettons même communautaire, eh bien, il n'y a plus de droit. Le droit s'applique à tout le monde, ou il ne s'applique pas. Donc, je suis d'accord, mais c'est des accommodements raisonnables. Mais maintenant, pour la Suisse, je reviens à la Suisse, c'est vrai que la Suisse a une longue tradition qui remonte à des siècles de tolérance mutuelle, etc. N'empêche, il faut quand même pas, je connais un peu la Suisse, il n'y a quand même pas d'amour fou entre les Suisses, les Alémaniques et les Romans. Non, d'accord. On vit ensemble, on fonctionne ensemble. Mais moi, ce qui m'a frappé en Suisse, la question, vous discutez, mais en quelle langue? Moi, quand je suis allé, j'ai pris l'avion à Zurich, tout est écrit en allemand et en anglais. J'ai pris l'avion à Genève, tout est écrit en français et en anglais. Je me dis pourquoi, par simple courtoisie par rapport à leurs co-nationaux, pourquoi est-ce que ça ne serait pas en français, en anglais, en français, en allemand et en italien? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas comme cela partout, vous voyez? Donc les Suisses, pour l'instant les Suisses, leur système scolaire a fait jusqu'à présent qu'ils apprennent en un la langue de l'autre, d'accord? Mais est-ce que c'est toujours le cas maintenant? C'est en train de basculer vers l'anglais. L'anglais a passé devant. Ce qui fait que les Suisses vont passer, juste je termine la phrase, les Suisses vont finir par communiquer entre eux en anglais, comme les Belges. Oui, justement, un détail pour ça, je voulais ajouter un détail parce que nous avons un master traducteur à Grenoble, et là, nos étudiants qui et traducteurs, ils sont très germanistes, sont très prisés en Suisse parce qu'il manque apparemment de bons traducteurs suisses pour allemand, français. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un manque chez eux. Ah, c'est bon pour nous, remarquez, ça fait des... Oui, mais ça pose un problème. Ça pose un problème, ouais. Il y a un problème, c'est ce que vous voulez dire. Il y a un problème, oui. Une question, monsieur, là-bas, et puis il y avait d'autres questions là-bas. Oui, merci pour votre exposé. J'ai un peu dans le prolongement de ce que vous dites à propos de la Suisse, où je suis un peu habité, et effectivement, il y a un changement qui est en train de se produire. Avant, il y avait tout à fait ce que vous disiez, madame, mais même dans les journaux suisses, de grands débats là-dessus, les programmes scolaires sont en train de changer en privilégiant l'anglais au détriment du français. Bon, je passe sur les détails, bon, et le romanche, n'en parlons pas. Là, ça a toujours été un peu de côté. Mais je voudrais surtout revenir à ce que vous disiez à la fin de votre exposé en évoquant le modèle luxembourgeois. Parce qu'au Luxembourg, bon, il y a le luxembourgeois, et effectivement, il est parlé par les luxembourgeois, mais je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais quand j'allais là-bas il y a déjà une quinzaine d'années, c'est souvent pour mon travail, j'avais compris que les élèves dans le primaire, c'était en français, l'enseignement, et dans le secondaire, c'était dans une autre langue. Non, je crois qu'il commence en allemand. Oui, et puis en allemand, il continue en français, mais le luxembourgeois est enseigné également en tant que langue. Voilà. Et y compris aux très nombreux travailleurs immigrés qui sont notamment des Portugais, qui sont très nombreux au Luxembourg et qui parlent le luxembourgeois. Voilà, donc merci d'avoir précisé et rectifié, mais enfin ce que je voulais montrer, c'est qu'une première partie de la scolarité se faisait dans une langue,
et une seconde partie dans une autre langue, tout en enseignant, entre guillemets, la langue commune, si on peut dire, qui était le luxembourgeois, qui est langue commune aussi au sens de langue populaire. Et est-ce que ce modèle-là que vous évoquez à la fin de votre exposé, il est vraiment transposable? C'est la question. Non, il n'est pas transposable à 100%. Par exemple, si je prends le cas de l'Alsace, bon, l'alsacien est encore parlé, et puis il y a encore des jeunes qui le parlent, mais de moins en moins. Donc on peut dire que je suis très pessimiste. Hein. Je suis très pessimiste et l'alsacien a peu de chances de survivre. Mais pour qu'il survive, il faut que les parents aient envie de l'enseigner, de le parler à leurs enfants. Et pour qu'ils en aient envie, il faut qu'ils en soient fiers. Il faut qu'ils pensent que c'est un avantage pour leurs enfants. Et en fait, l'alsacien a vécu une sorte de fracture, mettons, linguistique, qui est qu'après la guerre, il n'a pas voulu être associé aux turpitudes nazies. Et donc, il y a eu un rejet de l'allemand chez les Alsaciens, et qui a généré, entre autres, une certaine honte de parler l'alsacien, ou de parler le français avec l'accent alsacien aussi, hein, parce qu'on se moquait de nous. On disait les Spuns, les Boches, etc. Donc il y a ce côté-là, mais donc on ne pourrait pas le transposer tel quel. En revanche, si on voulait faire vivre l'alsacien réellement, il faudrait donner une autre place à l'allemand dans le système scolaire alsacien. C'est tout à fait possible. Ça a été tenté, mais ça n'a pas été continué. Il y a deux questions, monsieur. Donc moi je suis breton, donc j'ai dû apprendre deux langues étrangères, le français et le hongrois. Je passe 6 mois en France et 6 mois en Hongrie. Et je m'aperçois que aussi bien en Hongrie qu'en France, la langue est un vecteur communautaire. On le voit aujourd'hui avec le Orban, le Premier ministre hongrois, qui pousse les ex-minorités hongroises des pays de l'ex-Yougoslavie et de la Roumanie à avoir des passeports hongrois s'ils parlent la langue hongroise. Et la question qui est en train de venir chez nous en Hongrie, c'est de se dire, mais pourquoi il n'existerait pas comme l'espéranto une langue européenne qui pourrait mélanger, parce que nous, apprendre le russe, il y a de temps qu'on apprenne le russe, hein. Ça, c'est même pas la peine de penser chez nous. On a trop mauvais souvenirs donc vous avec l'alsacien. D'ailleurs, en parlant de ça, de l'alsacien, on n'a jamais autant entendu parler alsacien à la télévision française, parce que non, Miss France est quand même alsacienne. Il y a manipulé votre langue, même s'il dit des conneries à la télévision française. J'ai pas entendu, mais... Non, elle s'est trompée sur une histoire de machine à laver. Ouais. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, avec les politiques, à la création d'une langue européenne? Oui, ça existe. Alors ça existe, il y a... Pardon. Oui, d'accord, il y a l'espéranto, mais l'espéranto n'est pas une langue européenne. C'est une langue Si. Une langue européenne, qui n'est pas institutionnalisée européenne. Non mais, attendez. Il y a beaucoup de langues artificielles comme l'espéranto ou la PUC ou d'autres langues de ce type-là qui ont été enseignées, qui ont été créées justement pour favoriser l'intercompréhension entre les peuples. Et d'ailleurs, dans les pays de la sphère soviétique, on apprenait l'espéranto était la première langue étrangère enseignée après le russe. Parce que les gens n'aimaient pas le russe, et donc communiquer entre slaves hongrois, etc., entre satellites, mettons, communiquer en espéranto. Mais il est un fait qu'une langue artificielle, donc c'est-à-dire pas liée à une culture, vous voyez, ça n'a jamais pris en dehors d'un petit groupe d'amateurs, mettons, de spécialistes. Alors j'ai un ami anglais qui lui est un espérantiste forcené et il défend à tout crin cette... Moi je pense que ce serait une bonne idée, mais remarquez, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'espéranto, il y a le latin. Le latin a été langue européenne pendant très longtemps. Et donc du coup, pas entièrement déculturé, puisque le latin véritablement reflétait la culture européenne, puisqu'elle était parlée par tous les intellectuels européens pendant très longtemps, cette langue. Il y a deux questions. Monsieur, qui voulait aussi, je crois. Il est où le micro? J'en ai eu, je peux parler tout de suite. Normalement, c'était monsieur, allez-y. Moi, j'ai bien apprécié vos approches et ce que vous dites, mais par contre, j'arrive pas à faire la synthèse de vos recommandations. Parce que j'ai pas eu le temps, là. Resynthétiser finalement les recommandations que vous faites aux Européens. Moi, j'ai noté, mais vous me corrigerez, d'abord de pousser le français, de défendre le français. Deuxièmement, de développer, si possible, 3 langues, de façon à développer l'intercommunicabilité autour de chacune de ces 3 langues. Et aussi, le maintien des langues régionales. Voilà ce que j'ai retenu. La question c'est comment? Oui, si vous voulez, oui, j'ai été très rapide, j'avais plus que 2 minutes, j'étais trop rapide, excusez-moi. Écoutez, d'abord j'ai
j'ai d'abord mentionné un déficit, je n'ai pas parlé, mais j'en ai pas parlé, mais je l'ai dans mon texte ici, il y a un déficit de démocratie. Toute cette politique linguistique européenne a été mise en place subrepticement, sans débat démocratique, par des institutions européennes non démocratiques. Il faut quand même le rappeler. Le Conseil de l'Europe et la Commission, ce n'est pas démocratique. Et le Parlement a un rôle extrêmement réduit. Donc, quelques questions auxquelles il faudra répondre. Est-il bon pour l'Europe que les Européens que le plurilinguisme consiste en la maîtrise de l'anglais et facultativement d'une ou deux autres langues, voire d'un simple éveil aux langues? Est-il bon que des langues comme l'allemand, le français, l'italien soient balayées de la scène au profit d'un anglais dont la richesse culturelle risque fort à son tour d'être réduite à la portion congrue en raison des nécessités simplificatives d'une lingua franca? Et est-il dans notre intérêt d'Européens de concevoir la communication essentiellement comme l'usage d'une langue largement déculturée qui nous ferme la porte à notre diversité culturelle? Et enfin, l'Europe doit-elle devenir un ensemble de régions et de nations, chacune arc-boutée sur ses traditions, ne manifestant que peu d'intérêt pour les langues des voisins immédiats et communiquant en anglais? Vous voyez, ça c'est ce qui nous guette. Et alors, les recommandations sont de deux ordres. Premièrement, au niveau des institutions européennes, j'ai mentionné 4 langues de travail. Le français, l'allemand, une langue slave, à eux de choisir, et l'anglais. Maintenant, pour le système éducatif, que dans chaque système éducatif de chaque pays, on apprenne 2 ou 3 langues, c'est-à-dire celles, par exemple, prenons le cas des Allemands, les Allemands apprendraient une langue latine et une langue slave. Alors, pas forcément le français, ils peuvent apprendre l'italien, l'espagnol, ou une langue slave, n'importe laquelle, puisque après, par la suite, si on met en place des techniques de compréhension interlangue, à ce moment-là, si vous avez une langue slave ou latine qu'un Allemand comprendrait, il comprendrait également les autres avec peu de travail. Okay ? Donc, par exemple, pour les Allemands, ça serait une langue slave, une langue latine. Pour nous, ça serait une langue latine, une langue slave et une langue germanique. Alors, pas forcément l'allemand, ou ça pourrait être le danois, etc. Ou le suédois, ou le néerlandais, ou l'anglais, il faut voir. Donc une langue, quoique l'anglais c'est pas, enfin bon, c'est spécial l'anglais quand même. Et toujours sur le même principe. Et bien sûr, les Grecs, eux, seraient amenés à apprendre, par exemple, les Grecs ou les Estoniens seraient amenés à apprendre 3 langues, puisque leurs langues ne font pas partie de ces 3 grandes familles. Donc ils devraient apprendre 3 langues. Toujours avec les techniques de l'intercompréhension, qui sont très efficaces. On s'en sert dans notre université, ça marche vraiment bien. Donc ça c'est pour les langues, le système linguistique dans les écoles. Donc 2 ou 3 langues des autres familles. Et puis pour les langues patrimoniales, donc il faut encourager les parents à parler à leurs enfants dans cette langue, et cela ne se fait que s'ils pensent que c'est un bien pour leurs enfants. S'ils pensent que leur langue handicape leurs enfants, ils ne vont pas l'enseigner. Ils ne vont pas leur parler. Ils vont... Alors en alsacien, ce qui s'est passé, c'est que les parents parlent un français épouvantable aux enfants, une sorte de mélange de français avec un accent très très lourd et avec des mots alsaciens dedans, qu'on appelle le fralsacien, qui est très très laid. Et je leur dis parfois, mais pourquoi vous parlez une langue si laide à vos enfants alors que vous pourriez leur parler en alsacien, qui est une belle langue? Voilà. Donc, est-ce que j'ai clarifié la situation? Oui. Oui. Donc, à vous, monsieur, puis après, je peux prendre en ordre. Oui, pour aller dans ce sens-là, alors 2 brèves questions. Pensez-vous, avec certains spécialistes, que l'on pourrait apprendre dès l'école primaire plusieurs langues, et quelles en seraient les conditions, puisqu'actuellement l'apprentissage de l'anglais en école primaire n'est pas toujours une réussite? Et d'autre part, dans l'enseignement secondaire, comment expliquez-vous l'échec relatif, mais réel, de l'apprentissage des langues, cette vieille question qui est toujours là? Oui, ce sont 2 questions tout à fait d'actualité, vraiment. Alors pour la première, l'éveil aux langues, je veux dire l'éveil aux langues, mettons, dans les écoles primaires. Alors ça a largement échoué. Alors, je ne suis pas hostile, moi, personnellement. Hein. Je pense que c'est une bonne chose, mais il y a 2 conditions. La première, c'est qu'en fait, on propose une diversité de langues, pas que l'anglais. C'est que dans les écoles, on a le choix entre 2-3 langues, et peut-être justement pas l'anglais, peut-être d'autres langues, italien, l'espagnol, l'allemand, le néerlandais, ça dépend des régions où on habite, peut-être dans le sud-est de la France, l'italien est peut-être plus adéquat, plus indiqué.
Première condition, une diversité de langues. Et deuxième condition, une vraie formation des enseignants. Alors que là, pour l'instant, c'est vraiment se foutre du monde. Ils sont en train de mettre devant les élèves des enseignants qui n'ont même pas le niveau B2 dans la langue qu'ils doivent enseigner. On en fait des faux débutants. Voilà. Et donc, si c'est l'anglais, les élèves, de toute façon, ils recommencent à 0 en 6e. Et si c'est pas l'anglais, ils disent « Oh, l'allemand, c'est nul, etc. » Et puis ils passent à l'anglais en 6e. Donc il y a des effets pervers à ça. Maintenant, pour votre deuxième question, celle-ci est effectivement un mystère. Un mystère. Enfin, ça dépend. Il faut relativiser. Vous voyez, par exemple, si vous êtes nul en mathématiques ou en géographie, ben, il vous suffit, dans votre vie d'adulte, d'éviter d'avoir des contacts avec les mathématiques ou la géographie. C'est-à-dire, si on parle de géographie, bien vous vous taisez. Ou bien vous choisissez une carrière dans laquelle vous n'aurez pas. Mais les langues, ça vous rattrape. Ça vous rattrape à l'âge adulte. Et donc, on remarque plus les échecs en langue que dans d'autres matières. Et il n'est pas sûr que l'échec en anglais dans les langues soit pire que l'échec dans les autres matières. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est que, donc, pour parler du système éducatif, proprement parlé, il y a quand même une diminution drastique du nombre d'heures enseignées. Je me rappelle à un moment donné, il y a quelques années, un ministre disait « les Allemands parlent tous anglais ». Il oubliait de dire que les Allemands ont 5 heures de langue par semaine dans la première langue et 3 ou 4 dans la seconde langue. En plus, il y en a un lycée en plus, oui. Donc, ils ont beaucoup plus de facilité. Ensuite, il y a, proprement parlé, pour parler des méthodes, il y a un gros défaut qui est reconnu dans le système français. Je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure à propos de l'échec, c'est le perfectionnisme. C'est-à-dire qu'un élève, supposons que vous êtes mes élèves, je vous fais prononcer une phrase en anglais, vous faites une faute, vous dites par exemple « he go to school » et je vais dire « he goes to school ». Every day. Ça. Et donc l'élève, il se dit bon, je vais faire attention la prochaine fois. Et si ça lui arrive plusieurs fois, eh bien, il va se retrouver dans l'incertitude. Et il ne va plus prendre le risque de parler dans la langue. Donc finalement, il se replie sur lui-même. Et c'est ce perfectionnisme du modèle français qui est très contre-productif pour les langues. Monsieur. Le mot espéranto était absent, je crois, de votre discours. Oui, il était absent, oui. Vous avez exprimé avec un certain mépris le fait que c'est une langue artificielle. Ah non, aucun mépris de ma part. Au contraire, je l'ai étudié un petit peu moi-même, l'espéranto, pour voir comment ça fonctionne. Vous savez comment ça... Vous le parlez ? Je l'ai un peu appris et j'ai constaté avec émerveillement la facilité. Oui, extrêmement facile, oui. Qui est probablement grande pour les locuteurs du chinois ou du japonais, mais qui est énorme pour nous. Oui. Que l'espéranto a été fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, le vocabulaire est largement français, la morphologie est plutôt latine, la syntaxe plutôt slave. Et donc c'est un... merveilleusement simple. Ah oui, oui. Est-ce que ce n'est pas dommage qu'elle soit sous le coup? Oui, c'est dommage, oui, je sais, on a des discussions avec, j'ai des amis, avec cet ami anglais, justement, lui qui défend l'espéranto. Mais c'est vrai, s'il y a un mouvement populaire se décider en faveur de l'espéranto, ça serait une solution. Très très clair. Dans un de mes articles, je le dis, c'est une des solutions, parce que vous voyez que un avantage de l'espéranto, au-delà de sa simplicité, serait qu'il n'y aurait pas de natifs. Or, en anglais, il y a des natifs. Et les natifs de l'anglais dominent la scène. Et donc, on est dans une situation, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que je vais être poli, mais on est dans une situation néocoloniale. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Albert Memmi. Vous savez qui était Albert Memmi ? C'était un juif tunisien, francophone bien sûr, qui a écrit 2 superbes livres, il faut les lire absolument. Portrait du colonisé, portrait du colonisateur. Et là, il y a vraiment, c'est une description de l'intérieur de ce que c'est que d'être colonisé et de l'extérieur de ce que c'est qu'être colonisateur. Et certaines des descriptions, on pourrait les prendre telles quelles, les appliquer
à notre relation à l'anglais, ça s'appliquerait directement. C'est remarquable.